Bonjour, je m'appelle Cédric Rassa, je suis journaliste, auteur, scénariste et donc maintenant éditeur. J'écris sur la musique depuis 1998, j'ai notamment travaillé avec le magazine Rock & Folk, avec Magic, et puis également depuis quelques années avec le site Section 26. Entre 2008 et 2010, j'ai été le rédacteur en chef et le cofondateur en fait, d'un magazine qui s'appelait Eldorado. Je suis également scénariste de bande dessinée. Bon, ça c'est un peu une autre histoire, même si j'ai quand même co-signé un album d'un roman graphique sur la vie de Karen Dalton dans les années 60, la chanteuse de folk. Voilà. Et puis je suis donc le fondateur des éditions Longues Ondes. Rock'n'Roll Année Zéro est un essai sur le rock américain des années 2000. C'est un projet sur lequel je travaille depuis une douzaine d'années. Il y a 2 livres d'à peu près 500 pages chacun, 27 portraits reposant sur une soixantaine d'interviews rares ou inédites et à peu près un peu plus de 400 disques regroupés dans 5 ou 6 discographies. Le projet fonctionne un peu comme une forme de récit choral, avec la volonté de mettre en avant des musiciens sur lesquels peu de choses ont été écrites, en France en tout cas. C'est une sorte de tour d'horizon du rock indépendant américain de ces dernières années, en creusant aussi les références, donc ça remonte aussi jusqu'aux années 80, avec des genres plutôt sous-exposés comme, disons, le garage rock, le garage punk, le post-hardcore, le nouveau rock psychédélique, le folk, l'américaine primitive, enfin, etc. Et c'est un peu une contre-histoire du rock. Au cours des années 90, on a pu constater un effondrement des ventes de disques de rock, qui, à mon avis, n'était pas uniquement lié à la question de l'essor du téléchargement. Pour moi, en tout cas, je pense que c'était un phénomène aussi générationnel, avec d'un côté le retrait progressif de la génération des baby-boomers qui arrivaient à la cinquantaine, etc., et qui commençaient à considérer qu'ils avaient déjà un peu tout vu, et de l'autre, la question des jeunes générations qui, elles, n'étaient plus exclusivement tournées vers le rock, mais disons se tourner également vers les musiques électroniques, le rap, le hip-hop, etc. Le rock n'a pas disparu en tant que forme artistique. Les artistes des années 2000 ont continué à raconter le monde tel qu'il évoluait, tel qu'ils l'observaient autour d'eux. C'est un peu le sujet du livre. C'est-à-dire, c'est voir comment cette musique a continué à se régénérer, à se réinventer, et à travers quels artistes elle l'a fait. Accessoirement, on peut aussi voir dans ce livre une forme d'interrogation sur la question de la modernité dans le rock. Qu'est-ce qui fait que ces disques sont vraiment ancrés dans cette époque et n'auraient pas pu être faits tels quels avant? L'idée m'a été suggérée par Sylvie Simons, qui signe dans le livre la préface Vue d'Amérique. Sylvie Simons, qui est une journaliste anglaise qui vit à San Francisco depuis une vingtaine d'années et qui suit depuis les années 90 toute la scène americana pour le magazine anglais Mojo, et qui est également la biographe de Leonard Cohen, qui a fait signer une excellente biographie qui s'appelle I'm Your Man. Et elle m'avait expliqué, en fait, on parlait du projet, et elle m'avait dit, mais puisque tu parles de groupes indépendants, de rock indépendant, avec un bouquin qui s'adresse à un public qui s'intéresse au rock indépendant, pourquoi tu ne le fais pas simplement d'une manière en montant ta propre maison d'édition, et ce serait beaucoup plus cohérent, en fait, que de le proposer à une grosse maison d'édition, etc. Bon, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais je crois aussi que, de toute façon, le projet était à la fois trop imposant, trop pointu et trop diversifié pour entrer dans le cadre de ce que proposent les maisons d'édition traditionnelles. Donc plutôt que d'être frustré, là on a quand même 2 livres de 500 pages, 27 artistes, etc. Bon, c'est un projet extrêmement complexe en soi. Et c'est vrai que plutôt que de peiner à essayer de faire rentrer ce projet dans le cadre de ce que font les maisons d'édition traditionnellement, j'ai préféré aller au bout de mon idée sur le projet et penser ensuite à la structure qui pourrait lui permettre de se développer. Donc c'est de là un peu qu'est venue l'idée de créer l'idée de la maison d'édition Longues Ondes.
Le titre Rock'n'Roll Année Zéro est une combinaison de deux idées. En fait, c'est à la fois l'idée des années zéro, c'est-à-dire que les années qui arrivaient après les années 90 et donc la première décennie du nouveau siècle. Bon, en fait, le projet a duré tellement longtemps dans sa préparation que finalement on parle des 2 premières décennies du siècle, donc bon, ça se mélange. Et ensuite, il y a l'idée de l'année zéro, qui est le point de départ, le point de recommencement. Je pense que les fans de Rossellini sauront de quoi je parle. Le projet est organisé selon une logique géographique, avec l'idée de traverser 2 fois le pays, d'une côte à l'autre. Donc le tome 1 traverse le pays d'ouest en est, en partant de Los Angeles pour terminer à New York, et en passant par les États du Sud. Donc il commence avec Elliott Smith à Los Angeles et il se termine avec Jim O'Rourke à New York. Donc les artistes présents dans ce premier tome sont donc Elliott Smith, Crystal Antlers, Pinback, Howie Gelb Giant Sand, Bill Callahan, Black Angels, les Baptiste Generals, Raining Sound, Jerry Tard, Archie Bronson Outfit, qui est localisé à Nashville, qui est un groupe anglais, mais donc du coup, comme l'album dont je parle est localisé à Nashville, ils sont inclus, puis il faut toujours des exceptions de toute façon dans ce genre de projet-là. Il y a donc Papa M, David Pajot, qui est de Louisville, Kentucky, Kurt Weill, les Strokes et donc Jim O'Rourke. Bien sûr, la plupart des entretiens ont été réalisés spécialement pour le livre, mais j'ai aussi utilisé certaines archives, notamment donc, du coup, l'interview d'Elliott Smith qui a été faite au printemps 2000, à l'époque de la sortie de Figure 8. Après, j'ai complété dans le chapitre avec l'interview de son producteur et d'une de ses amies de l'époque. Jerry Tard, je l'avais interviewé, mais j'ai aussi complété avec sa petite amie de l'époque qui a assisté, qui était avec lui sur tout l'enregistrement de l'album Blood Visions dont je parle et qui est du coup le seul témoin en fait parce que Jerry Tard est mort en fait, hein, mais donc il est mort en 2010 et du coup elle est le seul témoin de cet enregistrement puisque le disque il l'avait fait tout seul chez lui et chez elle quoi en fait. Donc voilà, c'est un mélange à la fois d'entretiens inédits faits spécialement pour le livre et d'archives, et ça couvre du coup, pour moi en tout cas, à peu près 20 ans de journalisme, quoi. Donc je pense que le projet s'adresse aussi surtout aux personnes qui d'abord aiment le rock, mais qui sont restées curieuses de découvertes, de nouvelles, d'élargir leur horizon. Je pense aussi qu'il y a des... Bon là, le livre fourmille d'informations, de noms, de références à des disques, etc. Et je pense que c'est une source de découvertes assez foisonnante. L'exemple des Strokes, c'est intéressant, puisqu'ils n'ont pas été interviewés pour le chapitre. Le chapitre repose sur l'entretien, à mon avis, passionnant et très documenté qu'on a pu faire avec... je dis on parce que on l'avait fait à l'époque avec Allo Benjamin qui a travaillé avec moi au début du projet. Donc Gordon Raphael explique la genèse du son des Strokes sur les 2 premiers albums et notamment sur l'album Is This It qui a été un gros succès du rock indépendant du début des années 2000. Et je pense que le regard qu'il pose sur le New York de l'époque est non seulement hyper intéressant, mais que la façon dont il raconte l'invention de ce son des Strokes sur cet album-là devrait amener pas mal de fans des Strokes à découvrir ce groupe et ce disque en particulier sous un jour complètement différent. Donc c'est ça qui est intéressant.